Je voudrais vous parler du livre que j'ai publié en 2012, donc c'est assez récent, qui s'appelle Le féminicide, le cas de Ciudad Juárez. Euh, pour moi, ça a été une des premières tâches à laquelle je me suis livrée quand j'ai pris ma retraite. De là à dire que j'ai pris ma retraite pour cela, il n'y a qu'un pas, mais ce ne serait pas vrai. Mais je me suis mis à la tâche, ça faisait longtemps que je voulais écrire ce livre-là, parce que depuis 2004, j'ai fait partie d'un groupe qui s'appelle le Québécois de solidarité avec les femmes de Ciudad Juárez. Euh, Ciudad Juárez, c'est une ville à la frontière entre le Mexique et les États-Unis, où depuis 1993, on a constaté qu'il y avait une récurrence d'un type particulier de meurtre de femmes. On retrouvait les cadavres de ces femmes-là dans le désert, mutilées, violées, enfin bref, dans des conditions épouvantables. Et les personnes qui ont gardé la relation de ces meurtres-là ont constaté qu'il y avait, statistiquement parlant, il y avait plus de meurtres de femmes dans cette ville que dans toute autre ville avec un profil similaire. Et elles se sont mis donc à essayer de retracer le nombre de meurtres. Donc entre 1993 et 2011, qui est le présent ethnographique du livre, il y avait eu quelques 1500 meurtres de femmes dans cette ville-là et qui présentaient des caractéristiques similaires. Je me suis intéressée à ce cas-là grâce à des camarades de Montréal qui avaient été elles-mêmes sensibilisées à cette question-là par la venue d'une militante mexicaine qui incitait les membres de la Fédération québécoise des femmes à s'intéresser à ça et à dénoncer aussi ces meurtres-là. Un petit peu avant cela, en 1999, j'avais profité d'une année sabbatique pour approfondir ma connaissance des autres États du Mexique, particulièrement les États du Nord avec lesquels j'étais moins familière. Il me semblait que pour mon enseignement d'anthropologie sur l'anthropologie du Mexique, je devais approfondir cette connaissance-là. Et je me suis rendue à Ciudad Juárez dans la perspective de connaître davantage les usines de sous-traitance, les fameuses maquiladoras, qui étaient particulièrement concentrées dans cette ville-là. Mais contrairement à ce que je pensais, c'est pas les maquiladoras sur lesquels je travaillais déjà au Yucatan. C'est pas les maquiladoras qui m'ont intéressée, mais des entrefilets de journaux que je voyais tous les jours et qui parlaient du féminicide. D'abord, c'est un terme que je ne connaissais pas. Et je me suis demandé à quoi ça correspond. Et de l'autre côté de la frontière, j'étais atterrie dans un centre de recherche sur l'Amérique latine grâce à un ancien collègue étudiant de City University qui était maintenant directeur de ce département. Alors, j'effectuais un séjour de recherche dans ce centre-là, de l'autre côté de la frontière, du côté de El Paso, aux États-Unis. Et grâce à ce séjour-là, j'ai eu l'occasion d'aller voir une exposition de photos prises par des reporters photographes qui sont, il faut le dire en passant, c'est des gens qui souvent écoutent la radio à ondes courtes et entendent la police disant «Ah, on a trouvé un cadavre d'une femme». Alors, c'était souvent les premiers arrivés sur la scène du crime et ils prenaient des photos des cadavres. Alors, ils ont fait une exposition là-dessus. Ben, c'est un peu macabre, là, c'est sûr, mais leur but, c'était une association de photographes reporters, leur but, c'était de sensibiliser à une réalité qu'à peu près personne à l'époque, en 99, une réalité dont personne n'avait entendu parler.
J'ai eu l'occasion de parler avec un des reporters qui était l'hôte de cette exposition-là, qui lui aussi m'a sensibilisée à cette question. Enfin bref, je suis repartie de là en me disant, mais mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Et ça m'intriguait énormément. Ça m'intriguait en tant que personne intéressée au Mexique, mais aussi en tant que féministe. Comment ça se fait qu'on a des crimes comme ça? Et comment ça se fait que ça se produit dans une ville où il y a ce phénomène des maquiladoras? Les maquiladoras, pendant pas mal de temps, ont été implantés au milieu des années 60 et à peu près jusqu'à la fin du siècle dernier, il y avait une majorité de femmes qui travaillaient dans ces maquiladoras. Alors, j'essayais de faire des liens. Comment ça se fait qu'on a un schéma particulier de crime contre les femmes dans un endroit où la force de travail féminine dépasse les moyennes nationales? Alors là, il y a comme, est-ce qu'une cause à effet? Est-ce que ça provoque la haine des hommes? Est-ce que les hommes ont tant de difficultés à se trouver des emplois qu'ils reportent leur déception sur les femmes? Bref, il y avait, toutes les questions étaient possibles. Est-ce que c'était un tueur en série? Ça, c'était l'hypothèse qui circulait à l'époque de mon séjour à Ciudad Juárez. On avait d'ailleurs arrêté un type qui avait tout le profil idéal pour être un coupable. C'était un immigrant qui venait des États-Unis, qui avait un casier judiciaire, qui était d'origine égyptienne en plus, et qui était probablement hideux, je ne sais pas, d'après les rares photos. Alors, c'était vraiment... Puis lui-même, il disait non, ça ne va pas. Mais, évidemment, il y avait des pressions, la police devait trouver un coupable, et il avait trouvé en cette personne-là. Mais finalement, on n'a jamais pu prouver ni la culpabilité, ni l'innocence de ce type-là, qui éventuellement est mort en prison suite à une opération, mais il n'y a pas de soupçon là, qui a été tué ou quoi que ce soit. D'ailleurs, ça ne servirait pas la police de l'avoir tué puisqu'ils prétendaient avoir détenu un coupable. Alors, l'autre caractéristique de ces crimes horribles-là, c'était qu'ils restaient impunis. On ne trouvait pas les coupables, on ne les arrêtait pas. Alors, je suis repartie avec plus de questions que celles avec lesquelles j'étais arrivée, mais quoi qu'il en soit, j'ai commencé à partir de ce moment-là à lier la question de l'intégration des femmes au marché du travail à d'autres phénomènes, y compris le phénomène du féminicide, sans établir nécessairement un lien direct, mais en essayant de comprendre comment ça se fait qu'un type particulier de crime se produit dans une région aux caractéristiques particulières. Évidemment, un meurtre de femme, c'est un meurtre de femme partout où il se produit. Je veux dire, ça reste une mort d'un être humain, mais il me semblait que les caractéristiques particulières méritaient une explication. Pourquoi là? Est-ce qu'il y a un lien entre le développement économique, autrement dit, entre la mondialisation, la globalisation, qui, à Ciudad Juárez, se fait à vitesse grand V? Est-ce qu'il y a un lien entre ça et le féminicide? Sur le terme féminicide, on ne connaissait pas ça à l'époque ici au Québec, mais très rapidement, on s'est familiarisé. En fait, la définition la minimale de féminicide, c'est le meurtre d'une femme pour cause de genre. Les meurtres de femmes ne sont pas toujours à cause de leur genre, c'est pas toujours contre la femme. Des fois, ça peut être... on peut tuer une femme parce qu'elle a volé quelque chose, ou il n'y a pas une caractéristique de genre nécessairement, mais le féminicide, ça spécifie un certain type de meurtre de femme. Mais, et c'est surtout des féministes mexicaines qui ont développé cette définition-là. Il y a une féministe mexicaine qui a ajouté une caractéristique et que je reprends à mon compte, qui moi, m'interpelle. Pour elle, le féminicide, c'est un meurtre de femme pour des raisons de genre, mais
qui reste impuni. Donc, c'est un crime dans lequel l'État a une responsabilité. Et elle va même, cette féministe-là, à dire le féminicide, c'est un crime d'État. Et moi, j'adhère tout à fait à cela parce que ce que j'ai vu au cours des années, c'est vraiment au Mexique, il y a moins de 10% des crimes qui sont résolus. Encore faut-il, s'entendre sur le mot résolu. Un crime peut être résolu et non puni. C'est pas parce qu'un crime est résolu que alors, c'est pour ça que l'impunité fait partie intégrante de la définition du féminicide. Bon, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à intégrer dans mon enseignement des capsules, si on peut dire, sur le féminicide. J'ai donné quelques exposés dans les cégeps. Ça a été remarqué, puis je pense que c'est pour ça que les collègues de Montréal m'ont appelé pour faire partie du comité de solidarité, comité québécois de solidarité avec les femmes de Ciudad Juárez. Dans le cadre de ce comité-là, en 2004, je venais à peine de m'intégrer à ce comité. On a fait une mission à Ciudad Juárez et à Mexico. On était des représentantes de différents milieux. Moi, du milieu universitaire, il y avait une personne du milieu des syndicats, une représentante de la Fédération des femmes du Québec, il y avait une députée du Bloc québécois, il y avait une représentante de la CSN, même Claudette Carbonneau est venue faire un tour. Elle n'a pas resté longtemps avec nous, mais il y avait plusieurs personnes. Et enfin bref, on se voulait représentative de différents milieux. On s'est rendu, on a rencontré le chef de police de Ciudad Juárez, on a rencontré un député, on a rencontré, et le maire de Ciudad Juárez, et on leur demandait, mais qu'est-ce que vous faites pour résoudre les crimes et mettre fin à l'impunité? C'était ça notre question principale. Alors là, on a vu du patinage artistique de haute fantaisie, mais on n'était pas les premières à y aller. Ça commençait à être diffusé, cette situation particulière de Ciudad Juárez. Donc, ils étaient prêts, ils nous attendaient. Le chef de police avait même un PowerPoint pour nous expliquer toutes les mesures qu'on avait prises pour protéger les femmes. Alors, c'était risible, c'était pathétique aussi. Alors ça a comme raffermi notre militantisme et notre activisme. On s'est rendu à Mexico aussi parce que l'État mexicain avait mis sur pied une commission spéciale pour résoudre ces crimes-là. On est allé rencontrer la responsable, qui était une spécialiste des droits humains tout à fait respectable. On est allé à la Commission nationale des droits humains. Bref, on a fait plusieurs entrevues sur les féminicides. Et au retour, on a fait un rapport qui a été largement diffusé. Et quant à moi, j'ai continué à participer aux travaux de ce comité-là. On a même été en commission parlementaire à Ottawa pour essayer que le gouvernement canadien fasse une motion dénonçant les féminicides, étant donné que le Canada est un partenaire économique du Mexique dans l'accord de libre-échange nord-américain. C'était ça notre argument. On a été écoutés très attentivement, mais il n'y a pas eu de suite parce que, c'était pas très... quelques femmes à la frontière mexicaine. Je ne veux pas être cynique, là, mais je pense que ça n'avait pas beaucoup d'importance pour le gouvernement canadien à l'époque. Puis, on a continué nos travaux de conscientisation. Je me suis rendue plusieurs fois dans ce cadre-là à Montréal, parce que c'était à Montréal où restaient la plupart des militantes. Et j'avais le projet d'écrire une synthèse de tout ce que j'avais recueilli. Depuis 1999, je recueillais systématiquement tout ce que je pouvais recueillir. Des livres, des chapitres, des articles de journaux, des rapports. J'en ai des boîtes et des boîtes qui sont pleines. Après ça, c'était sur Internet.
tout ce que je pouvais trouver, j'essayais de le recueillir. J'ai certainement pas fait, là, parce que il y a eu j'ai certainement pas recueilli tout ce qui existe, et même des documentaires. Mais, et à un moment donné, je me suis dit, il faut que je fasse une synthèse de ce que je sais de ce phénomène-là. Et en plus, entre-temps, on commençait à dénoncer les meurtres de femmes autochtones au Canada. Et là, il y avait un lien à faire et ça m'interpellait également énormément, étant donné mon intérêt pour les Autochtones qui a jamais diminué, même si je n'ai pas fait de recherche active après 1984 avec eux. Donc, une des premières tâches que je m'étais donnée, j'avais approché les éditions Éco-Société par conviction, parce que ils me paraissaient sous la mire à ce moment-là. Ils avaient la minière Barrick Gold les avait actionnés pour je ne sais pas combien de millions, c'était ridicule. Je pense que la maison d'édition fait à peu près 150 000 $ par année, pour dire un chiffre là, quelconque, et Barrick Gold les a actionnés pour 5 millions. Enfin bref, c'était disproportionné. Moi, j'ai trouvé que c'était une maison d'édition qui m'intéressait beaucoup. J'utilisais beaucoup les livres publiés par eux. Alors, je les ai approchés, puis ils m'ont dit « Oh oui, ça nous intéresse ». Alors, à partir de là, j'ai eu comme l'obligation de faire quelque chose. Donc, j'ai écrit systématiquement pendant les premiers mois de mon... J'allais dire de ma sabbatique, mais c'était pas ma sabbatique, c'était ma retraite. J'avais pris ma retraite au début de 2010. Et dès janvier 2010, je me suis mis à écrire. Et puis, et de là vient le livre sur les féminicides. Et ça, ce livre-là, de tous mes livres en anthropologie, j'en ai 8, de tous mes livres en anthropologie, ça a été le seul qui a été remarqué, en fait, remarqué en dehors de l'anthropologie. J'ai eu des entrevues, dont une à Radio 2, même à Radio-Canada, à heure de grande diffusion. Je n'en revenais pas moi-même. Ou bien Éco-Société est bien branché sur les médias, ou bien le livre en soi, c'est vrai qu'il attirait l'attention parce que féminicide, c'est pas un terme avec lequel on est familier. Le Mexique, oui, parce que les gens vont en vacances là et puis ils s'inquiètent beaucoup. Alors ça a eu une diffusion intéressante. Et en même temps, je me suis de plus en plus intéressée à ce qui arrivait aux femmes autochtones canadiennes. Et à ce jour, je m'intéresse, je travaille là-dessus. J'ai publié, bon, ça, c'est pas très diffusé, mais j'ai publié un article récemment, en mars 2014, à partir de l'exemple de l'autoroute des larmes en Colombie-Britannique. C'est une autoroute le long de laquelle on a perdu plusieurs jeunes femmes autochtones, la plupart du temps adolescentes. Et aussi le Downtown East Side à Vancouver, où plusieurs des personnes assassinées par Picton étaient autochtones. Bon, je ne me rappelle plus de la proportion exacte, là, mais c'est une proportion assez importante pour attirer l'attention. Et on voit qu'à ce jour, ça quand même, ces jours-ci même, on discute encore de la pertinence d'avoir une commission nationale d'enquête sur les meurtres et disparitions de femmes autochtones, dont la Gendarmerie royale a reconnu que les nombres étaient anormaux, quoi. Autrement dit, les statistiques, il y a plus de morts de femmes autochtones proportionnellement, de meurtres violents, que chez les femmes non autochtones. Bon. Je me suis... souvent, je dis à mes collègues, bon, c'est un livre, malgré que je sois une personne qui ait fait énormément de séjours sur le terrain, le livre sur les féminicides, je l'ai fait sans faire de terrain, c'est-à-dire je suis retournée aussi après le travail du comité, je suis retournée à Ciudad Juárez. J'ai 4 séjours dans cette ville, mais je n'ai pas fait de terrain en tant que tel, c'est-à-dire je ne me suis pas installée, je n'ai pas vécu le quotidien
avec les femmes, les mères de victimes. On en a interviewé en comité, mais je n'ai pas moi-même fait de la recherche. Alors, mais quelqu'un me faisait remarquer probablement que j'aurais pas été capable d'écrire ce livre-là si je n'avais pas l'expérience préalable du terrain. C'est-à-dire si je n'étais pas capable de lire justement en femme de terrain les publications, les articles de journaux, des fois qui semblent très, très anodins. Et pour moi, ça m'a fait prendre conscience que oui, le terrain est très important, il est fondamental à notre discipline. J'ai des réserves lorsque un étudiant me dit moi je vais faire ma thèse sur la base de documents secondaires. J'avoue que j'ai des réserves là-dessus. Je pense que c'est tout aussi respectable qu'une autre forme, mais personnellement, je n'ai pas été formée comme ça et je ne serais pas à l'aise pour superviser un travail comme ça. Mais dans ce cas-là, je pense que c'était faisable, légitime, et je n'aurais pas réussi à le faire si je n'étais pas capable d'interpréter à la lumière des terrains ou du terrain dans son concept ce que je lisais sur Ciudad Juárez. Ce qui me donne à penser que pour produire un travail significatif ou un travail ou un travail que je dirais de dénonciation, dans le fond. C'est ce que j'essaye de faire. J'essaye de dénoncer, comme plusieurs autres féministes l'ont fait, mais en français, il y a pas beaucoup d'ouvrages qui ont été faits sur Ciudad Juárez. Donc, pour faire un travail de sensibilisation, de dénonciation, en tant qu'anthropologue, en fait, on ne le fait pas seulement en tant qu'anthropologue. Je l'ai fait en portant plusieurs chapeaux à la fois, chapeau de féministe, chapeau d'activiste, chapeau de solidaire, chapeau de sensible aux droits humains. Alors, je pense que c'est pas un livre que j'aurais pu écrire au début de ma carrière, mais qui vient à point nommé pour essayer et qui a mobilisé tous les outils dont je disposais. Et c'est pour ça que je trouve, en tout cas, que ce livre-là est significatif. Et surtout, il approfondit la connexion de la Canadienne québécoise que je suis avec le Sud global, parce que malheureusement, il y a des phénomènes qu'on pense particuliers à un endroit, mais qui sont généralisés. Et je fais référence évidemment aux problèmes sur lesquels je travaille présentement en tant qu'encore une fois activiste, anthropologue, féministe, qui est celui des meurtres de femmes, des meurtres et des disparitions de femmes autochtones canadiennes.